Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Qu'est-ce que ça veut dire là, d'un point de vue politique américaine, ce qui s'est passé ce week-end? C'est quoi les implications, Luc? Eh mon Dieu, la réaction, ce serait oh non. Je pense que quand M. Biden a vu arriver ça, il y a une foule de choses qui ont changé dans son plan de travail. Et un des premiers appels qu'il a assurément placé, c'est auprès de ses services de renseignement, puis ensuite au Pentagone. Et la première question qu'il a dû poser aux services de renseignement, donc, c'est comment se fait-il que ça arrive là? Donc, on le sait, les services de renseignement américains, les services de renseignement israéliens sont parmi les meilleurs au monde, sont parmi les plus branchés, les mieux informés. Ce qu'on apprenait en fin de semaine, on a eu droit à une foule d'informations en cascade là, qu'il faut prendre la peine de trier puis de catégoriser, mais on a dit il y a eu des signes avant-coureurs. Il y a des choses qui sont passées sous le nez des Israéliens et sous le nez des Américains. Et quelque part, ce n'est pas normal. On en a passé une vite aux Américains et aux Israéliens. Maintenant, ce que fait le président Biden pendant toute la fin de semaine, il s'est rué littéralement sur le téléphone et il a tenté de jouer avec des partenaires, mais aussi avec des pays, des dirigeants de pays avec lesquels on est moins habitué d'échanger ou de discuter. Et ce qu'on souhaite le plus possible, c'est éviter l'escalade. Déjà, de retenir M. Netanyahou puis de retenir un régime qui est considéré comme de plus en plus à droite en Israël, ce sera pas évident. On a été victime d'un attentat terroriste et on peut comprendre la réaction. En même temps, je répète, ce que craint le président américain, c'est une escalade, que le conflit finalement ne reste pas entre les deux joueurs principaux, mais qu'on implique plus de pays dans la région. Et bien entendu, si je suis Joe Biden ou si je suis Anthony Blinken, qui a dû répondre lui aussi aux journalistes en fin de semaine, je veux savoir ce qu'a fait exactement l'Iran. C'est difficile de faire des liens entre les deux dossiers, mais tu te rappelles, toi et moi, on avait jasé ou discuté de ça. C'est un peu un pacte avec le diable qu'Anthony Blinken et Joe Biden ont scellé avec l'Iran en disant pour un échange de prisonniers, on s'engage à libérer des milliards de dollars iraniens qui étaient gelés aux États-Unis. Bien sûr, les Iraniens n'ont pas mis la main sur 6 milliards de dollars. On en était à opérationnaliser cette entente pour dire, voici, vous pourrez, à partir d'une banque à l'étranger, reprendre le contrôle de certains de ces actifs. Il y en a qui ont fait ni une ni deux, puis la réaction, je la comprends très bien, c'est est-ce que finalement l'Iran n'en a pas elle aussi, ou n'en a pas lui aussi, pardon, comme pays, passé une vite aux Américains? Assurément, en tout cas, Joe Biden trébuche sur ce dossier-là. Et l'autre retombée immédiate, outre le rôle de l'Iran, parce qu'on n'a pas encore réussi à attacher des liens. On sait que l'Iran appuie la Palestine et le Hamas en particulier. On n'est pas parvenu à retrouver de traces directes liant l'Iran à ce dossier-là de la fin de la semaine. L'autre chose donc que l'Iran passait comme message sur la scène internationale, c'est il y a de plus en plus de pays arabes, et ça rejoint Joe Biden, il y a de plus en plus de pays arabes qui souhaitent normaliser leurs relations avec Israël. C'est un dossier qui a été commencé, il faut redonner à César ce qui revient à César. C'est un dossier qui a été entrepris et démarré sous l'administration Trump. Et M. Biden porte ça plus loin. Vu de l'extérieur, pour nous, ce qui constitue une normalisation, bien, ça veut dire probablement moins de heurts, moins de violence, moins de chaos. Du côté américain, c'est ce qu'on espère depuis très, très longtemps. Je dis pas donc que ce qu'on appelle l'accord d'Abraham, c'est tout ça est à passer à la moulinette maintenant. Mais ça vient, en tout cas, geler carrément le dossier parce que l'Arabie saoudite ne peut pas rester indifférente à ce que vient de faire le Hamas, appuyé par l'Iran. Pour M. Biden, c'est un dossier, on pensait aller vers l'élection 2024 avec ce dossier-là pas réglé. Mais disons, avec des enjeux moins acrimonieux, moins difficiles à gérer, c'est plus le cas. Écoute, Luc, tu disais Biden s'est certainement dit « Ah non » lorsqu'il a vu ça. Il y en a un qui s'est dit « Ah non » aussi. D'après moi, c'est Zelensky. Parce que son conflit avec la Russie vient de passer en deuxième position. Là. On parlera plus de lui là, au cours des prochaines semaines. Là. Ben écoute, puis bien sûr, M. Biden a tenté de faire diversion en fin de semaine. C'est-à-dire qu'il le fait, ça se joue politiquement, mais ce serait aussi pour lui une belle diversion, c'est de dire, écoutez, regardez à la Chambre des représentants, là, c'est le chaos chez les républicains et l'aide qu'on souhaitait envoyer à l'Ukraine, et majoritairement, on pense que les élus américains sont en faveur de l'aide à l'Ukraine. Ce qu'on peut penser maintenant, c'est qu'il y a deux dossiers chauds pour la Chambre des représentants et pour Joe Biden.
M. Biden, un des premiers messages qu'il a fait, c'est de dire à M. Netanyahou, peu importe les critiques qu'on s'est échangées dans la dernière année, peu importe ce que j'ai dit sur votre Parlement ou votre tentative de concentrer les pouvoirs, ou en anglais, on dirait on est all-in derrière Israël. Mais all-in, ça prend encore une fois de l'argent. Et je reviens à Zelensky dans ce dossier-là. Combien de milliards est-on prêt à envoyer à M. Zelensky encore, alors que là, cette fois, effectivement, on promet de soutenir également Israël. Les Américains ont les moyens de faire les deux. Le problème des Américains, c'est on se dirige vers une année électorale. La politique étrangère en année électorale, c'est rarement ce qui vous rapporte des votes. C'est rarement ce qui vous rend populaire. Donc, comment va-t-on faire pour dénouer l'impasse budgétaire, reprendre les négociations au mois de novembre? Et cette fois-là, avec Israël d'un côté, parce qu'on n'a pas idée de l'étendue encore de l'implication ou de ce siège qu'a promis Israël à la Palestine, et de l'autre côté, l'Ukraine de Zelensky. Écoute, rapidement, là, tu parlais de normaliser les relations avec Israël. On sait que l'Égypte a normalisé ses relations. L'Arabie saoudite est en train de le faire. Finalement, le Hamas, si j'essaie de voir le verre à moitié plein, mettons, là, le Hamas est à contre-courant de l'histoire. L'histoire allait vers une normalisation des pays arabes et c'est peut-être pour ça, eux autres, ils ont eu peur là, en disant, là, on est en train de faire la paix avec Israël. Donc, c'est peut-être le cri du désespoir, entre guillemets, de la part du Hamas. Ils se retrouvent isolés, là. Et oui, voilà, et j'aime bien que tu termines par le terme isolé, c'est que même si l'Iran est derrière ça, imaginons qu'on réussisse à trouver des liens. Je serais des liens sur l'attaque récente, là, pas des liens historiques, il y en a, mais des liens sur l'attaque récente. En attendant, c'est quand même le Hamas et la Palestine qui va payer le plein prix de ce geste-là. Quand tu dis désespéré, oui, ça ramène l'Arabie saoudite sur la sellette et bien sûr, ça déjoue les plans du géant américain. En même temps, ça va être particulièrement dur pour les Palestiniens dans les jours, voire dans les semaines à venir. Et si on a eu de l'aide pour organiser cette attaque-là, on risque d'assumer les retombées seuls à partir de ce qu'on connaît maintenant. Donc, quand tu parles de désespoir, je voudrais pas habiter la Palestine ces jours-ci ou être un ressortissant palestinien ailleurs dans le monde. Et le piège aussi, le défi pour Israël, c'est de se défendre, oui, d'attaquer les gens qui les ont attaqués, oui, mais de pas maintenant paraître pour les méchants. C'est-à-dire que de pas mettre non plus en danger la paix qu'ils sont en train de signer avec les autres pays arabes. Et ça sera pas ça sera pas facile pour le gouvernement israélien. Mais... Et pour les Israéliens, ne pas faire le jeu que vient de faire le bras armé du Hamas en visant à la fois des civils et des cibles militaires. Les images et les récits auxquels on a eu droit, moi, j'ai pas d'hésitation à dire que c'est un comportement terroriste. Si on se comporte de la même manière, là, tu le disais, c'est déjà précaire comme équilibre sur la scène internationale. On le sait que c'est une poudrière. C'est peut-être l'étincelle qui fait que ça va exploser par la suite. On va s'en reparler demain. Merci beaucoup, Luc. La Liberté. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Richard. Tout le temps qu'il nous reste. Merci à l'équipe extraordinaire de recherche, Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer, jeune mais expérimenté, recherchiste, Jean-François Roy. Non, ça sonne moins que Max-Émile Sayer. Ça sonne. Et merci beaucoup. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève et nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente